Bonjour à tous et bienvenue dans Automoto, épisode 22, saison 48. Vous le voyez, nous avons quitté notre base d'essai de Mortefontaine pour vous emmener ici, au salon Rétromobile, le grand rendez-vous de la voiture de collection en ce début d'année. Alors, il y a bien sûr ces ventes aux enchères qui battent des records, il y a évidemment des véhicules d'exception, mais c'est aussi une formidable célébration de la voiture populaire. Et puis ici à Rétromobile, où traditionnellement, c'est un salon où l'on vend des voitures, vous allez le voir, les constructeurs sont venus de plus en plus nombreux, car ils ont compris que pour vendre les voitures du futur, il fallait regarder vers le passé. Et vous allez le voir, pendant une demi-heure, on va s'en prendre plein les yeux. Alors, une nouvelle fois, bienvenue à tous, voici le sommaire. Ce dimanche matin, on vous fait découvrir la nouvelle Porsche 911 Dakar, une aventurière surtout taillée pour les grands espaces. On essaie pour vous l'Opel Astra GSE qui tente de marier sportivité et rationalité grâce à l'hybride. On vous emmène en Floride, vivre les 24 heures de Daytona en immersion, la victoire du Français Simon Pagenaud, mais aussi les grands débuts de la 963. Mais d'abord, place aux merveilles classiques de Rétromobile. Et regardez qui nous a rejoint, mesdames et messieurs, Jérôme Chon, himself, ici à Rétromobile. Qui est Jérôme? On le rappelle, le salon de la voiture de collection, de la voiture passion, de la vieille bagnole. Et à côté de ça, je ne sais pas si tu as remarqué, regarde, Volkswagen, Porsche, Renault, Peugeot, DS, Citroën, Lancia. Alors il y a plein de constructeurs, mais c'est surtout, ils sont venus avec leurs voitures récentes et même leurs concept cars. On n'est pas au Mondial de Paris pourtant, non? Ouais, il y a une douzaine de constructeurs qui sont venus de façon officielle. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Alors oui, ils sont venus avec leurs voitures modernes, Ouais. mais ils sont venus évidemment aussi avec leurs voitures mythiques, leurs voitures anciennes. Mais pourquoi ils viennent à Rétromobile alors? C'est quoi l'idée? Pourquoi ils viennent à Rétromobile? Vendre un produit cher, une voiture neuve, ça coûte cher. Une voiture électrique neuve, encore plus. Oui, un produit cher, il faut pas le vendre comme un produit, il faut pas le vendre comme un article. Il faut le vendre comme une histoire. Ça marche à tous les coups. Eh ben oui, évidemment, tu vends une histoire quand tu vends un produit cher. Ouais. Et quel est le meilleur endroit pour vendre une histoire que le salon historique, que le salon Rétromobile? Et là, on a sans doute le meilleur exemple qui soit. Ah bah là. Vous l'avez tous reconnu, le fameux combi. Et de l'autre côté, le nouveau combi. C'est ça l'idée? Bah, c'est exactement ça. Le combi, qu'est-ce qu'il évoque? Il évoque le voyage, il évoque le flower power, l'esprit cool, l'ailleurs, Les années 70, le sourire, enfin tout ce qu'on aime quoi finalement. Et donc ça, c'est du pain béni pour les responsables marketing qui essaient de transmettre toutes ces valeurs vers la nouvelle voiture. Ce fameux ID Buzz. Dis donc Jérôme, ça voudrait pas dire que les constructeurs, pour nous faire un petit peu passer la pilule de la bagnole électrique, ils ressortiraient pas les mamies des cartons là pour nous vendre un peu du rêve? Ah, c'est exactement ça. Et Volkswagen, c'est pas un cas isolé. Et c'est pas un cas isolé ici à Rétromobile. Regardez. Le stand Renault est peut-être celui qui ressemble le plus à ce qu'on peut voir sur un salon classique. Très lumineux, épuré, mais avec des Twingo qui datent de 1993. Des Twingo de toutes les couleurs, des Twingo de première génération, vous l'avez compris. La Twingo, c'est la star sur le stand Renault, ici, à Rétromobile. Et pourquoi? Parce que la Twingo fête ses 30 ans, regardez, c'est marqué. Sauf que quand une voiture a 30 ans, aujourd'hui, il y a tout un tas d'endroits où elle ne peut plus circuler. Une Twingo, elle ne peut plus circuler aujourd'hui à Paris. Donc, il y a quelque chose pour pouvoir continuer à rouler avec ces anciennes Twingo. C'est le rétrofit. Alors, le rétrofit, qu'est-ce que c'est? On enlève le moteur essence et on y met à la place un moteur électrique et des batteries. Cette Twingo, telle que vous la voyez là, elle est entièrement électrique. On a tout enlevé, on a mis de l'électrique à la place. Ça coûte entre 15 et 20 000 euros, c'est pas donné, mais ça permet de circuler. C'est la même chose pour cette 4L, même chose pour cette 4L là aussi, même chose pour cette Renault 5 verte. Elle est entièrement électrique. Ou la Turbo 3, évidemment, qui est entièrement électrique. Oui, l'électrique, c'est l'avenir. Et le fait qu'il rappelle toutes ces voitures anciennes, ça va peut-être vous aider à aimer ces voitures électriques. Chaque constructeur a sa méthode. Chez Renault, on espère amener plus de monde à l'électrique en utilisant les vieilles voitures. Et en plus, ça prolonge la vie des anciennes. Mais le rétrofit, c'est un processus compliqué. Renault s'est adressé à Airfit, une société spécialisée dans cette opération qui a déjà fabriqué une cinquantaine de voitures, des 2 chevaux, des 4L, des R5. Mais pour la Twingo, faudra passer à une autre échelle.
La Twingo, elle était révolutionnaire à son époque, en termes d'architecture intérieure. C'est une voiture qui finalement reste encore très moderne aujourd'hui. Donc c'est une candidate idéale et surtout, il en reste plus de 800 000 en parc, donc il y a un potentiel exceptionnel. Pour l'instant, seule la 4L électrique est homologuée, 17 900 € la transformation quand même. Pour la Twingo, il faudra attendre 2024. Renault promet un tarif plus raisonnable, c'est pour moi indispensable. Et en attendant, le constructeur s'amuse même à rétrofiter des voitures des années 20, cette ancienne MT convertie à l'électrique dans une sorte de tuning des années 40. C'est rafraîchissant, non ? Chez Peugeot, plus que l'électrique, c'est la nouvelle 408 qu'on cherche à mettre en valeur. La marque a donc ressorti ses modèles 4 les plus emblématiques. La 401 Eclipse de 1935, premier modèle de coupé cabriolet de l'histoire. La 402 de 1938, tellement en pointe en termes d'aérodynamisme avec ses phares cachés derrière la calandre. La légendaire 403 cabriolet, la voiture de l'inspecteur Colombo. Le coupé 404 dessiné par le grand Pininfarina et la 405 MI16 et son moteur rageur, star des berlines sportives des années 90. Toute une lignée de modèles différents, attirants, prestigieux, des valeurs revendiquées par le constructeur pour sa nouvelle 408 au style original. Des roues en bouclier, des suspensions en panse de sanglier, des phares en casque gaulois, bah oui, c'est le char d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'est simple, c'est malin, c'est gaulois, bah oui, comme la 2 chevaux quoi. Oui, le simplisme de la 2 chevaux correspond bien à l'esprit franchouillard. Savoir faire beaucoup avec peu de choses, le fameux système D, si français. Citroën l'avait un peu oublié. Eh bien, les futurs modèles de la marque pourraient bien y revenir. Et c'est aussi pour ça que le concept car Oli est exposé à Rétromobile. Une voiture électrique, là encore, mais plus légère, plus basique, plus essentielle et sûrement moins chère. Plus gauloise peut-être. Côté DS, la marque a déjà annoncé que tous les nouveaux modèles seront uniquement électriques dès 2024. Le concept car e-Tense Performance est là pour prouver qu'avec 815 chevaux, il y a de quoi se faire plaisir, tout en respectant l'histoire. La performance avec le coupé SM de plus de 300 chevaux et le confort ultime avec la DS. Le confort qui est redevenu une valeur cardinale pour le constructeur aujourd'hui. Enfin, une superbe Lancia 037 trône à Rétromobile. D'abord parce que le constructeur célèbre les 40 ans de son titre de champion du monde des rallyes, mais pas seulement. Alors vous le savez, la marque a disparu du marché français, mais la marque revient dès l'année prochaine avec des voitures électrifiées ou 100% électriques. Et à partir de 2028, Lancia sera une marque 100% électrique. Alors le designer en chef de Lancia, c'est le designer en chef du groupe Stellantis, c'est le français Jean-Pierre Plouet. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que les voitures de la marque Lancia s'inspireront des modèles les plus emblématiques et donc de cette 037. Franchement, c'est le vrai, non? Une voiture électrique qui ressemble à la 037? Le retour de la marque est décidé, 2024 pour une citadine, 2026 pour un SUV et 2028 pour une compacte qui reprendrait le nom de Delta. Pourvu qu'elle s'inspire de cet extraordinaire 037. Alors, il y a les constructeurs, bien sûr, à Rétromobile, mais il y a aussi les vendeurs, car quasiment tout ce que vous voyez ici est à vendre. Et croyez-moi, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Tiens, vous êtes plutôt youngtimer, on vous propose cette magnifique Subaru Impreza WRC de 1996, châssis numéro 1, développé bien évidemment par Colin McRae. Si vous aimez le rallye, cette voiture vous dit forcément quelque chose. On a de la Ferrari, on a de l'Aston Martin, on a également de la Jaguar Type E. Vous êtes plutôt années 60, pas le problème. Voici cette AC Cobra qui a terminé 7e des 24 heures du Mans cette année-là. Ça tombe bien, puisqu'on fête le centenaire de la naissance de Carroll Shelby cette année. Et puis, vous êtes plutôt années 70. Faut-il encore vous la présenter? Regardez-moi cette magnifique Porsche 917 qui a tout de même la particularité d'être la voiture avec laquelle Steve McQueen gagne l'épreuve dans le film Le Mans. Ça là, c'est quand même un truc de dingue. Mais il y a aussi bien sûr les ventes aux enchères.
Première maison d'enchères à ouvrir le bal, RM Sotheby's avec sa star. Cette Bugatti Chiron profilée, toute neuve, dernier et unique modèle de la famille Chiron, avec son bleu tellement Bugatti et son petit aileron, adjugé 8 700 000 €, soit 9 800 000 avec les frais, ce qui en fait la voiture neuve la plus chère jamais vendue aux enchères. Une partie de cette somme ira à des œuvres caritatives. Mais le patron à Paris, c'est la maison d'enchères française Arcurial Motor Cars. Plus de 220 voitures à vendre cette année, dont cette rarissime Ferrari 250 LM. Pierre, Ferrari 250 LM. Alors ça, c'est plus rare qu'une Ferrari 250 GTO. Et c'est un modèle qui est un petit peu méconnu, hein, finalement, chez Ferrari. La 250 GTO, c'est un peu l'icône de Ferrari. D'ailleurs, on en voit lors des événements. Mais la LM, c'est peut-être la voiture du basculement. C'est celle où Enzo Ferrari se décide enfin à installer le moteur en position centrale, puisqu'il y a cette phrase célèbre où il dit « on ne met jamais les chevaux derrière la charrue ». Et après les succès, notamment des Formule 1 anglaises, il se résout à cette architecture moteur, ce qui donne une voiture qui est plus trapue, elle est plus virile, plus méchante, cette voiture. Moi, ce que j'adore avec la 250 LM, c'est quand même la dernière Ferrari à avoir gagné les 24 heures du Mans. Effectivement, on est en 65. On a pris la LM parce que c'est évidemment la star de la vente. On va aller en voir 2-3 autres, d'accord? Ça marche. On y va. Et notamment une soucoupe volante imaginée par Renault. Oui, une soucoupe volante de 1992. Que serait l'automobile en 2328? Eh bien, c'était le concept réalisé par Renault qui a été exposé à l'ouverture, notamment d'Euro Disney. Ah, ok. S'en rappeler. Donc, c'est ce qu'on pouvait représenter le futur dans les années 90. Moi, je trouve ça absolument remarquable. Vous avez quand même notifié que c'est un modèle rare de soucoupe volante. Hein, oui, donc, très peu servi, elle a peu volé. Hein, oui, on en croise rarement quand même sur nos routes. Renault 25 V6 Turbo. Alors ça, le top, alors monsieur, ça, à je l'époque. dois quand même avouer que c'est pas une voiture qui nous parlait forcément il y a quelques années, mais c'est une voiture qui aujourd'hui, elle nous parle. Hein, c'est une légende, c'est toute une époque. Et ici, vous pouvez, à Rétromobile, acheter une voiture qui a 3000 km, donc qui est neuve. Et nous abandonnons Pierre Novikov pour continuer notre balade dans ce rétromobile qui lance généralement les tendances pour les mois à venir. Et l'une des grosses tendances cette année, ce sont les voitures de course à vendre. Et quand on dit voiture de course, c'est une grosse voiture de course, hein. Oui, hein, car ici on ne parle pas des mamies des années 30, 60 ou même 70. Ce sont vraiment des monstres d'endurance qui se battaient au Mans il y a encore une dizaine d'années, comme cette Aston Martin DBRS 9 GTC ou encore ce monstre absolu, une Audi R18 TDI, modèle qui s'imposa aux 24 heures du Mans en 2011. C'est déjà de la voiture de collection et quand on parle de grande voiture, que ce soit une voiture d'endurance ou une Formule 1, le jour où elle s'arrête de courir, eh ben, elle fait rêver, elle stimule l'imaginaire des collectionneurs. Bien sûr. C'est comment à conduire un proto-Audi comme ça? La magie des voitures modernes, elles sont physiques par l'accélération latérale, les G. Et, alors ça, effectivement, elles sont physiques. Et à un niveau professionnel, il faut une sacrée condition pour rouler avec. Mais en tant qu'amateur, pour aller jouer 30-40 minutes avec, c'est complètement abordable. Alors elles sont belles, hein, toutes ces voitures, mais elles sont pas forcément accessibles. Et ce qui est bien, c'est que cette année, à Rétromobile, il y a un hall réservé aux voitures à moins de 25 000 €. Jérôme Chion, mesdames et messieurs, a déjà fait son choix, le voilà. Ouais, Alfa Romeo 147 GTA, c'est une voiture de 2003, donc c'est pas encore une voiture de collection. Ouais. Mais elle a sous le capot le dernier V6 Busso. Eh oui. Là, il y a 250 chevaux. Et franchement, à 17 500 €, c'est une voiture qui va prendre. J'en ai vu une autre. Je suis sûr qu'elle va te plaire. J'en suis sûr. On va aller voir, on va aller voir. Alors, elle n'est pas faite pour toi, celle-là? Ah mais oui, forcément, Jérôme. Chevrolet mais oui. Corvette C4 de 1984. De 46 000 km, pile 25 000 €. Avec un V8 à l'américaine, bien sûr. Bon, il y a cette petite Chevrolet Vega. Là, regarde-moi ce break de chasse, peinture d'origine, intérieur d'origine. Faux bois sur les côtés. Mais Non, c'est non, ça qui est pas magnifique, possible. Jérôme. C'est beau, ça. Non, ou alors, cabriolet Mercedes SL. Bon. Hein? Alors là, mesdames et messieurs, Jérôme, on l'a perdu. Il va les faire une par une. On se retrouve dans la deuxième partie de l'émission. Et pendant ce temps, je vais essayer d'aller récupérer Jérôme. Moi, c'est pas gagné, hein.
retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours au salon Rétromobile qui ferme ses portes ce soir, mais on va encore en profiter un petit peu dans l'émission. Et comment ne pas s'arrêter, mesdames et messieurs, sur cette magnifique Ferrari 250 GTO, châssis 3387. C'est la deuxième GTO construite sur les 36 qui ont été produites et c'est surtout la première à avoir été officiellement engagée en compétition par Ferrari. Alors les GTO ont longtemps été les voitures les plus chères du monde, 60, 70, 80 millions d'euros, jusqu'à la vente cette année d'une des deux Mercedes 300 SLR Out, adjugée 135 millions d'euros. De toute façon, regardez, c'est marqué, elle n'est pas à vendre. Allez, on va redescendre un petit peu sur terre dans l'essai de la semaine, direction l'Espagne pour vous faire découvrir l'Opel Astra GSE. C'est la cousine de la Peugeot 308 parce que vous le savez, Opel appartient désormais à Stellantis. Alors sur le papier, c'est une hybride rechargeable saupoudrée de sportivité. Mais en vrai, ça donne quoi cette Opel Astra GSE? Réponse avec Cyril Provost. Chez Opel, il y a eu quelques sportives marquantes en 120 ans d'histoire automobile. Pourtant, cet héritage semblait s'être évaporé ces dernières années, avec 0 modèle plaisir dans la gamme. Aujourd'hui, le constructeur veut signer son grand retour avec une Astra badgée GSE qu'il revendique sportive. Et Opel, il va fort, Regardez, sur les photos officielles de communication, on la voit carrément sur un circuit au bord des vibreurs. Alors, ça envoie du rêve, mais dans la vraie vie, ça amène naturellement une question à laquelle on se doit de répondre. Est-ce que cette Astra GSE est une vraie sportive? Une vraie sportive possède plusieurs ingrédients indispensables. Premier ingrédient, le style extérieur qui doit être suggestif. Cette version gagne de nouvelles jantes, de nouveaux boucliers. Associé au nouveau style Opel, c'est sobre mais efficace. Le deuxième ingrédient pour ressentir la sportivité, c'est l'ambiance intérieure. Et là, c'est toujours compliqué avec Opel. C'est assez bien présenté, c'est technologique, mais c'est quand même un peu triste, un peu austère. Et puis, on n'a aucun changement flagrant avec une Astra classique à part ses sièges qui offrent toujours autant de confort avec un peu plus de maintien. Ça tombe bien, c'est ce qui compte à l'intérieur d'une sportive. Tout ça c'est bien, mais très secondaire face au véritable enjeu. Donne-t-elle la pêche au volant? Et qu'est-ce qu'on a pour remplir cette mission? Un 0 à 100 réalisé en 7 secondes 5, 235 km/h en vitesse de pointe et 225 chevaux. Ok, pas mal. Mais tout ça est repris de la cousine de l'Astra, la Peugeot 308. Elle partage tout avec elle. Alors tant mieux, parce que c'est une bonne voiture. Seulement chez Peugeot, on ne vend pas cette motorisation comme sportive. Alors, qu'est-ce qui change sur cette Opel pour qu'elle le devienne? L'Astra GSE est rabaissée d'1 centimètre et adopte surtout des amortisseurs spécifiques à fréquence sélective. Sur une route cabossée, elle privilégie le confort et lorsque la route est lisse, elle mise sur la fermeté. C'est moins cher qu'une vraie suspension adaptative, mais c'est déjà ça. Ça la rend plus incisive, plus dynamique et le reste a été ajusté dans le même but. La direction, la réponse du frein, la réponse moteur. C'est vrai que tout est plus réactif que sur une Peugeot 308. Réactif, oui. Sportif, non. On ne va pas tourner autour du pot et ménager le suspense plus longtemps. Tout ça ne fait pas d'elle une vraie compacte sportive comme peuvent l'être une Mégane RS ou une Golf GTI. Et ça tombe bien car cette Astra joue une carte différente et très à la mode, celle de l'hybride. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle pourrait faire encore plus mal aux sportifs traditionnels. Les sportifs traditionnels se font massacrer par le malus, pas l'Opel Astra GSE. Elle, sa carte, c'est de la puissance, oui, mais avec un système hybride rechargeable. Elle peut donc faire ça. Rouler en 100% électrique pendant 64 km. Dans la vraie vie, on peut compter sur 40 km, mais elle peut donc assurer la plupart des trajets quotidiens sans consommer 1 litre d'essence. Ça fait réfléchir. Cette nouvelle catégorie est à la mode. On en trouve chez Cupra notamment, chez Volkswagen avec la Golf GTE ou encore chez Skoda avec l'Octavia RS iV. Et c'est dans l'air du temps car elle s'est tellement bien vendue qu'elle n'est plus disponible en France. Le problème avec ces hybrides dynamiques ou un peu sportives, c'est qu'elles sont lourdes. 1,7 tonne ici, c'est 250 kg de plus que des sportives 100% essence.
L'autre souci, c'est la coordination entre les différents éléments. On dirait que chacun se renvoie un peu la balle en fait. Le moteur essence attend un coup de main du moteur électrique qui n'arrive pas toujours. Et une fois que les deux se sont mis d'accord, la boîte rétrograde. Et là, le 4 cylindres râle comme s'il n'avait pas envie d'être dérangé, avec une sonorité pas vraiment envoûtante. Alors, il y a bien un son sport qu'on peut aller chercher en fouillant un peu dans les menus, mais on n'est toujours pas dans le plaisir sonore. Mais du coup, ça pousse à se raisonner, à adopter une conduite un peu plus cool pour éviter ça et chercher un compromis. D'ailleurs, selon Opel, entre passion et responsabilité. Au final, cet Astra et ce badge GSE incarnent surtout le nouveau haut de gamme d'Opel. Il nous paraît un peu trop sage pour être vraiment sportif, mais il pourra séduire un public bien plus large que les radicals OPC qui ne devraient pas renaître. Nous sommes toujours à Rétromobile où les constructeurs sont venus nombreux et de manière très officielle pour fêter pas mal d'anniversaires, notamment celui chez Porsche de la 911. Et oui, déjà 60 ans de carrière pour l'icône de l'automobile sportive. Porsche est notamment venu avec ce magnifique exemplaire de cette Carrera 2,7 litres RS avec cette fameuse queue de canard derrière. Elle est juste splendide. Mais la grosse nouveauté chez le constructeur allemand, elle est ici. C'est bien sûr la 911 Dakar. Oui, la 911 qui savait tout faire. Bien maintenant, fait en plus du tout-terrain. Ça va d'ailleurs rappeler de bons souvenirs à ceux qui aimaient les rallyes et les rallye-raids dans les années 70 et 80. Alors, elle vaut quoi, cette 911 Dakar que tout le monde attend? Je vous emmène l'essayer dans les dunes du Maroc. C'est une 911 haute sur pattes qui ne va pas très vite avec ses gros pneus. Elle fait beaucoup de bruit et elle est dure comme une brique. Pourtant, c'est sans doute la 911 la plus attachante jamais produite. La 911 Dakar. L'idée est toute simple, ressusciter celles qui ont fait les grandes heures de la 911 en rallye raid en partant d'une 911 moderne. Bon, on commence par où? Bon, déjà, cette fameuse garde au sol, on a un petit peu plus de 19 cm en hauteur maxi. Ce sont les suspensions, mais aussi un système de lift qui est d'ailleurs issu, c'est assez rigolo, du système qui permet aux 911 classiques de passer les dodanes. On est sur une première hauteur de Porsche Cayenne, la mine de rien. L'angle d'attaque et l'angle de fuite ont été rabotés. L'angle de fuite, c'est à l'arrière. Et l'angle d'attaque ici est quasiment de 17 degrés. Ça, c'est pour mieux attaquer les obstacles. Le capot, il est issu de la GT3. C'est un alliage de carbone et de plastique. Ça permet de gagner du poids. Et ça, c'est important parce qu'une voiture, plus elle est légère, mieux elle va passer sur les terrains difficiles. Le spoiler est du même matériau. Écoutez, il est fixe. Ça aussi, ça permet de gagner du poids. Le moteur, c'est le flat 6 de la Carrera GTS. 480 chevaux. La voiture a bien sûr été renforcée de partout avec des passages de roues spécifiques et puis la clé bien sûr sur ce type de voiture, ce sont les pneus ici des Pirelli développés spécifiquement pour la Dakar avec des crampons de quasiment 1 cm. Et puis dernière remarque, est-ce que vous avez déjà vu une 911 aussi sale et aussi belle? Avant d'aller tester cette Dakar dans le sable, son terrain de jeu favori, il nous faut 1h30 de route pour accéder aux dunes marocaines. L'occasion de se faire une idée du confort de cette drôle de 911. Avec une vitesse maxi de 240 km/h, figurez-vous que c'est la 911 la plus lente depuis le début des années 80. Alors, bien sûr, c'est à cause de l'architecture générale de la voiture, mais aussi à cause de ces fameux pneumatiques tout-terrain. Au début, d'ailleurs, ça devait être une option, mais ils se sont révélés tellement efficaces et tellement polyvalents lors du développement de la Dakar que chez Porsche, on a décidé de les proposer de série. Ils sont un petit peu plus bruyants, moins dynamiques que des pneus routiers, mais bon, pour une Dakar, ça ne va pas changer grand-chose. Le seul truc, c'est comme cette Dakar a été rigidifiée, solidifiée avec l'arceau et les baquets, là, c'est bien raide. Avant d'accéder aux dunes, nous commençons par des chemins, des grandes étendues de terre, de sable et de poussière. L'expérience débute ici avec un premier mode de conduite inédit chez Porsche. Regardez, on va se mettre en mode rallye.
Et là, la voiture va devenir un petit peu plus propulsion avec un électronique qui va vous dire bon allez, maintenant amuse-toi et regardez ce que ça donne. Vous accélérez bien fort et vous mettez un coup de volant. Et là, je pars dans des grandes dérives. C'est quand même incroyable. Hein. Je le rappelle, hein, c'est bien une 911. Hein. Porsche a très bien compris qu'il fallait également jouer la carte de la nostalgie avec sa Dakar. Outre notre livret du Rallye Safari de 78, vous pouvez également choisir la livrée de 1971, celle de la grande époque du Dakar, ou encore ce verre plus discret sur lequel était installée cette galerie de toit avec LED intégré et tout le nécessaire du baroudeur. Il y a même la tente disponible pour les plus téméraires. Mais le truc de la Dakar, c'est sa capacité à aller très vite sur les terrains difficiles, notamment les dunes. Porsche a finalement repris ce qui a fait le succès des 911 en rallye dans les années 70 et 80. Pourquoi ? Parce que ces 911, ce sont des voitures plus légères, plus courtes aussi, et surtout beaucoup plus puissantes qu'un tout-terrain classique. Et avec cette Dakar, on a ce fameux mode off-road, qui va complètement gérer tout seul, comme un grand, avec l'électronique, les 4 roues motrices. Et puis on a surtout 480 chevaux. Regardez, on joue avec le rupteur. Ah, ça, on avait l'habitude de l'entendre sur un circuit. Et bien maintenant, on l'entend dans les dunes. C'est tellement particulier d'avoir une 911 dans un environnement pareil. C'est incroyable d'efficacité. Et encore une fois, c'est une voiture qui fait un tout petit peu plus d'une tonne 6. Vous imaginez, c'est pas grand-chose. Alors évidemment, on va pas aller faire du gros franchissement avec la voiture. Mais regardez. Voilà, puis alors avec le rupteur comme ça, c'est incroyable. C'est fantastique. Alors oui, la Dakar vaut 227 000 €. Oui, chaque option est hors de prix, comme notre livret 78 à 6 000 €. Et puis, quasiment aucun des 2500 propriétaires n'ira la tester dans les dunes comme nous l'avons fait. Elle est chère, aberrante, absurde, mais c'est sans doute la plus attachante et la plus incroyable de toutes les 911. Une 911 irrationnelle, donc forcément indispensable. Et on célèbre aussi bien sûr le centenaire des 24 heures du Mans ici à Rétromobile en réunissant quelques-uns des plus beaux fleurons tricolores de l'automobile sportive d'endurance. Il y a les Peugeot, il y a les Pescarolo, il y a les Matra, il y a les Alpines, il y a les voitures bien sûr, mais aussi les pilotes. Et vous allez le voir, certains d'entre eux ont brillé aux dernières 24 heures de Daytona, premier grand rendez-vous de la saison d'endurance 2023. Daytona qui marque aussi le retour de Porsche qui a décidé de se confronter en terre floridienne aux Acura, BMW et autres Cadillac. Et vous allez le voir, en parlant de pilotes français, certains d'entre eux se sont plutôt bien débrouillés dans ces 24 heures de Daytona. C'est le grand format de la semaine signé Olivier Philippe. Sur la côte est des États-Unis, en Floride, Daytona est réputé pour ses dizaines de kilomètres de sable blanc sur lesquels les voitures sont autorisées à circuler. Cette plage a d'ailleurs longtemps été le terrain de jeu préféré des amateurs de course, grâce à son sable particulièrement dur. Mais cela fait bien longtemps maintenant que les compétitions ont quitté le sable compacté pour l'asphalte surchauffé du Daytona International Speedway. Et c'est sur ce circuit inauguré à la fin des années 50 que se déroule aujourd'hui l'une des courses les plus célèbres du monde, les 24 heures de Daytona. La version américaine du Mans, lancée en 1966, est la seule course automobile d'une envergure et d'un format similaire à la célèbre compétition française. Mais côté ambiance, c'est à l'américaine. Daytona, c'est la kermesse. On vient en famille faire des barbecues au milieu du circuit.
On bricole soi-même sa loge VIP. Rien de mieux qu'un camping-car avec terrasse pour ne rien manquer de ce qu'il se passe. Les circuits américains attachent une grande importance à la proximité avec le public. Du coup ici, on est un peu comme à la maison. Les gens sont à 2 pas des voitures et des pilotes. Certains même n'hésitent pas à rentrer dans les garages. Une affluence record pour une épreuve 2023 particulièrement excitante, avec de nouveaux prototypes et les meilleurs GT du monde entier. Et parmi elles, de nouveaux modèles en catégorie GT, comme la nouvelle Ferrari 296 GT3 ou la Porsche 911 GT3R. Sous cette robe rose se cache aussi la nouvelle Lamborghini Huracan GT3, pilotée par un équipage strictement féminin, dont une Française de 19 ans seulement qui fait son baptême de Daytona. Première aux USA et première à Daytona, ouais, donc c'est vraiment spécial. Il y a beaucoup de voitures en piste pendant les 24 heures et c'est surtout serré, donc pour les bagarres, c'est sympa. Vous aimez la bagarre? Ouais, j'aime bien. La France, fortement représentée ici du côté des pilotes. Ils sont 15 à prendre part à la compétition sous drapeau tricolore. Ici, la fameuse French Touch marche sur les circuits comme en gastronomie. Exactement, c'est comme en pâtisserie, on est comme les boulangers, on a un savoir-faire, nous les pilotes français. Simon Pagenaud est bien placé pour en parler. Premier pilote français à devenir multi-champion d'IndyCar, une spécialité très américaine. Il court depuis des années avec Acura, la marque premium de Honda aux États-Unis. Déjà vainqueur de Daytona l'année dernière, l'endurance est clairement redevenue son obsession. Forcément, pour quelqu'un comme moi qui fait tout et qui veut tout faire pour revenir au Mans dans le futur, je voudrais tout simplement essayer de remporter cette course et de l'accrocher au tableau de chasse. C'est une des plus grandes courses d'endurance. Forcément, ça attire les pilotes. Simon qui court donc avec une toute nouvelle voiture pour la toute nouvelle catégorie reine de ce championnat américain, les GTP pour Grand Touring Prototype. Des voitures de 680 chevaux dont certains éléments sont imposés, comme le châssis, la motorisation électrique ou même la boîte de vitesse. À côté d'Acura, on trouve Cadillac, BMW et surtout Porsche, qui n'avait pas remis les roues sur un circuit d'endurance comme constructeur depuis 2017 et sa victoire aux 24 heures du Mans. Cette fois donc, le constructeur allemand ne développe pas entièrement sa nouvelle voiture. D'un point de vue d'ingénieur, bien sûr c'est toujours mieux de ne pas avoir de règles et d'être libre de construire la meilleure voiture. Mais ça coûte très cher, et si vous faites ça, comme c'était plus ou moins le cas par le passé, les coûts sont exponentiels d'année en année. Donc c'est une bonne chose d'avoir plus d'éléments en commun. Ça devient du coup plus difficile de marquer sa différence en termes de technologie, mais ça rend la course automobile compétitive. Et de la compétition, il va y en avoir, car pour la première fois depuis plus de 20 ans, les mêmes prototypes hybrides sont autorisés à participer au championnat américain IMSA et aussi au WEC, le championnat mondial, avec les 24 heures du Mans en apothéose. Porsche, qui rêve d'une 20e victoire sur le circuit de la Sarthe, concourt donc dans les 2 championnats. Acura ne devrait pas être au rendez-vous en France, mais Ferrari, Toyota ou Peugeot lui feront face en hypercar. Le rêve de Porsche, faire de sa nouvelle 963 une icône mondiale, dans la lignée de la célèbre 917, avec laquelle elle se compare ouvertement. Au-delà de la légende, la nouvelle 963 a plus à voir du côté de ses formes avec la 962 des années 80 et du côté de sa motorisation avec la 918 Spider, à laquelle l'équipe de Porsche Motorsport a emprunté le V8 biturbo. Je crois que c'est un bon mélange entre de la technologie d'avant-garde et en même temps des basiques tirées de ce qu'on a fait par le passé et qui sont fiables, car ça fonctionne jusqu'à maintenant. On est prêt pour cette toute première course et honnêtement, après une année de travail acharné, j'ai hâte que la course démarre pour voir ces voitures en action. Justement, c'est le moment de se lancer dans l'arène, et c'est un peu le cas de le dire ici. Avec ses tribunes géantes et son circuit ovale, Daytona, c'est un peu les jeux du cirque. Regardez ces virages relevés, il y en a 3 ici sur le circuit de Daytona, c'est vraiment singulier pour un circuit de course d'endurance et ils ont une inclinaison de plus de 30%. Cette piste a d'abord été conçue pour du NASCAR. Le parcours de 5,7 km se résume en fait à un anneau triangulaire avec une micro-chicane, surnommée l'arrêt de bus, et quelques virages dessinés à l'intérieur de la grande boucle, histoire que nos pilotes français ne s'endorment pas à tourner en ovale. C'est pas forcément le circuit, je dirais, le plus sympa du calendrier,
Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le plus rapide. On arrive à des vitesses à plus de 320, 325 au bout de la ligne droite pour le premier virage. C'est vraiment un compromis aussi des réglages de l'auto entre la vitesse de pointe et le grip mécanique qu'on a besoin dans la partie assez technique et sinueuse. C'est toujours une question de compromis et on essaye de travailler sur ça dans les essais pour avoir les meilleurs réglages pour la course. Une des deux Porsche est placée en deuxième position sur la grille de départ, juste derrière l'Acura de Simon Pagenaud et ses coéquipiers. Comme le veut la tradition, à seulement quelques minutes du départ, la foule des spectateurs est encore sur la piste et se livre à toutes sortes d'activités artistiques ou incantatoires. Et oui, ça se passe comme ça à Daytona. Cette fois, c'est parti. Après un début de course à talonner l'Acura en pole position, la Porsche numéro 7 perd un peu de temps à cause de problèmes électriques. Elle se retrouve derrière les Cadillac. La marque américaine, décidée à sortir de son image pépère, met le paquet en ce moment sur les circuits américains, avec notamment le Français Sébastien Bourdet à son volant. Elle se montre bien plus menaçante pour Porsche que les cousins germaniques de chez BMW, très vite victimes de problèmes techniques. La bataille s'annonce de longue haleine. La course a commencé depuis un peu plus de 4 heures maintenant et la nuit tombe déjà sur le circuit de Daytona. Il faut savoir qu'à cette période de l'année en Floride, la nuit dure plus de 12 heures. C'est un élément qui va compter dans la suite de la compétition. Et la nuit apporte un premier vrai coup dur pour l'équipe Porsche. Le Britannique Nick Tandy fait un tête-à-queue en plein virage et abîme légèrement la voiture, qui perd 3 tours. Malgré une petite sortie de route, pas de souci majeur pour Acura et Simon Pagenaud, qui lui ne décolle pas du peloton de tête. L'ambiance est de plus en plus tendue dans le stand Porsche. Même s'il reste encore près de 8 heures de course, une première place semble de plus en plus compliquée. Au petit matin, Acura et Cadillac mènent la danse à tour de rôle. La lutte est intense. Porsche a décidé d'user ses pneus jusqu'à la corde. Mais Mathieu Jaminet n'arrive pas à dépasser la 6e position. Il sort de cette nuit complètement épuisé. Son équipe n'est pas beaucoup plus vaillante. Et le moral n'est pas prêt de remonter. À moins de 3 heures de la fin de la course, une fumée inquiétante s'échappe de la Porsche numéro 6 du Français. Cette fois, c'est la boîte de vitesse qui lâche. Transpiration et concentration maximum du côté de l'équipe technique. Mais l'opération est trop complexe, trop longue. Mathieu Jaminet comprend qu'il ne reprendra pas le volant. La 963 restera au garage. Ça fait mal, quoi. 3 heures de la fin, après tant d'efforts et quelques galères. C'est dur à encaisser, mais bon, c'est la course, hein. C'est les courses 24 heures, c'est comme ça. Mais au final, c'est bien parce que ça nous fera bosser 2 fois plus pour être sûr d'être prêt pour la prochaine. Pendant que Mathieu Jaminet encaisse, un autre Français exulte et monte au rideau, ou plutôt aux grilles de l'International Speedway, le rituel des vainqueurs. Simon Pagenaud vient en effet de signer sa 2e victoire consécutive à Daytona. Il peut maintenant rêver au Mans. Pour Porsche, dont l'autre voiture finit 14e, ce retour en piste aura été plus dur qu'imaginé. Et en championnat du monde WEC, elle fera place à des concurrents avec plus de moyens qui développent leur voiture de A à Z. Entre Daytona et les 24 heures du Mans en juin prochain, elle n'aura pas trop de 24 heures par jour pour travailler à son retour dans la légende. Allez, tout de suite, place à Téléfoot avec l'ami Grégoire Margoton et toutes les images de la Ligue 1. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans Automoto. Portez-vous bien. Ciao.